d'acheter le recueil de Christian. Yeah. Puis je vais lire un texte sur... Je l'ai pas lu encore, donc ça va donner ce que ça va donner. Un petit peu comme mes textes de tantôt, finalement. Fait d'hiver. Minuit. Peur passant sous la rue. Seule la lumière des lampadaires et le claquement de mes talons sur le dur sol de béton pour me tenir compagnie. Alors que le son des voitures passant à toute vitesse, à quelques rues d'ici, me prouve que je ne suis pas seul. La neige tombée. Hier a recouvert les arbres et les propriétés. Mais une chenillette a déjà dégagé les trottoirs, brisant la magie de ce mois de février sous la neige. Je tourne sur le rue Pierre de Coubertin et j'aperçois le parc Saint-Donat à ma droite. Et l'hésitation survient. Si je coupe par le parc, je vais être chez moi pour 22h10, mais il fait noir dans le parc. Et je ne sais quelle rencontre je pourrais y faire. Cependant, j'y fais le tour par Parkville. Je vais me relonger de 10 bonnes minutes. J'ai ma journée dans le corps et je ne peux penser qu'au bon bain chaud auquel je rêve depuis midi, à l'heure à laquelle j'ai commencé à travailler. Le bain l'emporte sur la prudence et je décide de couper. Je passe à côté des tristes gradins que je n'ai jamais vus remplis. Durant les 10 années où j'ai travaillé à proximité. Mes pas s'enfoncent dans la neige. Je commence bien vite à grelotter. Je n'avais pas pensé à cette réalité lorsque j'ai décidé de passer par le parc. Mais je me dis que ce n'est pas grave, puisque je serai bientôt chez moi. Mes pieds crissant dans la neige produisent un son que je n'avais pas entendu depuis ma tendre enfance, alors que je jouais dans la neige avec mes frères avant l'accident. Je pense à autre chose. Ce souvenir est décidément trop désagréable. Une deuxième série de crissements. À l'orée du parc, environ 100 mètres de chez moi, derrière chez moi, j'ai la chair de poule. Et je commence d'un coup. Ça n'a plus du tout rapport avec le froid ou mes pieds mouillés. J'accélère le pas, en tentant subtilement de voir la personne qui me suit. Un furtif coup d'œil par-dessus mon épaule gauche ne me montre personne, mais ça ne signifie pas que je ne suis pas suivi. À cause du capuchon de mon manteau, je ne vois pas bien alentour de moi. Je commence à marcher. Je continue de marcher, tâchant de ne pas tenir compte de la personne qui marche derrière moi. Du coin de l'œil, je vois un buisson remuer à ma droite. La panique prend la place de la raison et je commence à courir. La neige alourdit mes pas et mes talons s'empêtrent à la substance collante, m'empêchant d'aller à la vitesse que je souhaiterais. J'entends le bruit de pas derrière moi changer de rythme, lui aussi pour augmenter. Tout en courant, je fouille fébrilement dans ma sacoche à la recherche de mon téléphone cellulaire. J'ai fini par le trouver et je compose fébrilement le 911. Une sonnerie, 2 sonneries, puis une voix blasée qui répond « Urgence ». Au même moment, mon pied droit glisse sur une plaque de glace cachée par la neige traîtresse et, du peu de traction de mes souliers, je tombe perdant l'action de mon téléphone. Assise dans la neige, je me retrouve et je vois horrifié l'inconnu pour la première fois. Il n'est qu'à quelques pas de moi et il accélère. Je ne vois pas du tout son visage, car il est masqué par une cagoule. Mais ses yeux me font comprendre qu'il en a contre moi. Je me relève donc difficilement, prends mon élan et recommence à courir. Je sens sa main tenter d'attraper mes cheveux, mais il ne réussit qu'à n'en agripper que quelques-uns, qu'il arrache. Je ne m'en soucie pas. Je me concentre sur ma course. Je ne veux pas qu'à l'extrémité du parc,
Je ne regarde que l'extrémité du parc. Je sais que si je réussis à m'y rendre, il ne me poursuivra plus, car nous nous retrouverons là à un pâté de maison du poste de police, situé au centre de Carmichael d'Amel. J'accélère le pas. Mon talon gauche se brise. Je tombe sous l'effet de la différence de hauteur entre mes deux pieds. Et je sens que quelque chose lâche dans ma cheville. Ma tête heurte durement la clôture, délimitant le côté nord du parc. Et un liquide chaud commence à couler de ma tempe. Je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour savoir que c'est du sang. Ma vue s'embrouille. Je sens que je vais m'évanouir. Je vois ma maison à 2 coins de rue d'ici. Mon mari est sûrement à m'attendre et je ne peux résister à l'envie d'appeler à l'aide. Je gonfle d'air mes poumons, puis me prépare à crier lorsqu'une main gantée m'entrave la bouche. Un bras musclé m'en serre, alors que la taille... Un bras musclé m'en serre alors la taille et me soulève comme si je n'étais pas plus lourde qu'une vulgaire oreiller. Je me débat de toutes mes forces. Je grogne, tentant la mort de la main qui me bâillonne, mais le gant est trop épais et je sais que c'est cause perdue. Je donne des coups de pied de ma jambe valide. Je n'atteins que l'air. À croire qu'il sait où j'avais frappé et qu'il y a enlevé sa jambe. Mes petits poings cognent sur lui, mais il ne semblait pas en ressentir les coups. Alors je tente, alors le tout pour le tout. J'avance la tête vers l'avant et pousse de toutes mes forces, comme si je tentais de briser son étreinte. Donc je me sens incapable. Puis je renvoie violemment la tête vers l'arrière, espérant l'atteindre au visage. Le coup porte. Il grogne de douleur et son emprise sur moi s'allège un peu. J'en profite pour dégager ma bouche et crier à l'aide, mais il reprend bien vite ses esprits et me bâillonne de sa main à nouveau. Il tente de me reprendre, comme il le faisait, mais cette fois-ci, je vois son pied. Je lève ma jambe droite. Je lève ma jambe droite et fais descendre le plus rapidement possible mon talon droit sur son pied. J'ai la satisfaction d'entendre un craquement. Cette fois, c'est un hurlement de douleur qu'il pousse. Il me lâche totalement. Je bondis sur mes pieds pour sentir ma cheville gauche me lâcher et retomber lourdement sur mon pied, sur mon côté. Je commence à ramper, continuant de crier à l'aide. Je l'entends qui se relève à quelques pas derrière moi. Il boite. Je rampe le plus vite possible. Je suis à la clôture. J'ai mis à grippe et me hisse debout. Je passe la jambe droite par-dessus celle-ci, puis la jambe gauche. Je commence à boiter, mais une violente secousse au niveau de mes cheveux me couvre le dos et me fait tomber sur la clôture. Mon manteau ne résiste pas au choc et il se déchire, ne me laissant plus que la protection de mon chandail qui se déchire lui aussi. 1001 blessures s'ouvrent dans mon dos, répandant mon sang sur la clôture et dans la neige. J'ai crie de douleur, mais cela ne semble pas émouvoir mon assaillant, qui continue à tirer mon corps tout entier à partir de mes cheveux. Alors que mon dos, déjà devenu guère plus qu'un amas de douleur, a fini par repasser la clôture. C'est autour de mes fesses et de mes jambes de subir le martyre. Je me sens presque heureuse d'être de nouveau du côté de la satanique clôture que lui, du même côté que la satanique clôture que lui, quand, ayant passé par d'atroces souffrances, je me dis que la fin ne peut plus être douloureuse. Je me trompe. Il m'assène de violents coups de poing. Ah, ok. Je n'étais pas sûr. Il m'assène un violent coup de poing sur la joue et je sens deux de mes dents se briser sous la force. Un goût cuivré de sang envahit ma bouche, alors je le crache avec
avec des morceaux de mes dents. J'ai dit si belle. Il me traîne à nouveau par les cheveux. Je suis à la limite entre l'état de veille et de l'inconscience en raison des différentes blessures reçues par ce malade. J'ai tenté vainement de crier. Il a pris mon foulard. Il m'a bagnonné avec celui-ci. Dans ma bouche, le goût de sang commence à se faire moins présent. La blessure doit se refermer. Je ne sens plus ma cheville blessée et mon dos à vif me brûle comme si des tissons y étaient piqués. Le fou finit par me déposer dos sur la neige. Il sort de sa ceinture un couteau à lame large et me le jette sous le nez. Il me menace de me violer avec le couteau et c'est à cet instant que je perds contenance. Je lui balance un coup de genou dans les parties génitales et je le repousse dans mon avant-bras droit, qu'il taille de son arme. J'enlève mon foulard de ma bouche et j'entoure mon bras pour arrêter le saignement, puis je me prépare à me sauver. Une douleur atroce à mon tendon droit me fait pousser un hurlement strident. Ma jambe cède sous moi et je me retrouve à plat ventre dans la neige. Je sens mon sang qui s'écoule de la blessure. Je tourne la tête et le vois, à quatre pattes, son couteau dans les mains. Il a sectionné l'artère située dans mon tendon et mon sang s'en découle à gros bouillon. Il me grogne un vague. Salope, je vais te crever. Ouais! T'as le don de me mélanger quand c'est pas le temps. Et comment tu dis ça? Pas mal. Sûrement. Il se rapproche de moi, toujours dans cette position absurde. Je vois la lame du couteau étinceler avant de la sentir me couper la gorge. Les dernières sensations que j'avais avant de mourir sont atroces. Mon fluide vital s'éloigne de moi, quittant. À l'une de tous les journaux, une nouvelle atroce. Une employée de Tim Hortons a été retrouvée nue et morte dans le parc Saint-Donat dans Hochelaga. Le principal suspect est un résident d'un établissement pénitentiaire situé à proximité et il n'a toujours pas été retrouvé. Un texte de Christian Ducharme, Wow. Recueil de minuit.